Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et aujourd'hui, je suis rejoint d'un invité très spécial à mes yeux, un cher ami et ancien collègue du bac de génie mécanique à l'Université Laval. Je suis pas capable de pas rire en le regardant. C'est soit un compliment ou pas. T'es trop charmeur, Émile. Là. Merci. Je suis juste Mario. Là. Juste Mario. Mario Philippe Lapierre ou Laprise. On dirait je sais pas. Lapierre. Je le vois. Lapierre, excuse-moi. On est tellement amis que tu connais pas mon nom de famille, hein? Exactement. Moi, c'est juste Mario à mes yeux. T'es juste Mario. Parfait. C'est comme, tu sais, Super Mario, c'est juste Mario. Il y en a qui disent c'est Mario Bros, mais Bros, c'est pas un nom de famille. C'est Mario. Mario a fait sa maîtrise en robotique à l'Université Laval et il a un projet assez fascinant. On a parlé beaucoup de robotique dans les derniers épisodes, mais en fait, ça faisait un certain moment, puis c'est ça, moi puis Mario, on savait qu'on voulait faire un épisode là-dessus. Puis là, on s'est dit, on va laisser un peu d'espace entre les épisodes de robotique, parce que peut-être qu'il y en a beaucoup pour eux qui aiment moins ça, mais aujourd'hui, la manière qu'on a structuré l'épisode, c'est qu'on a quand même des questions. J'ai essayé de trouver des questions différentes un peu pour essayer de trouver comment le projet est différent d'un projet de robotique habituel ou des autres projets de robotique qu'on a vus dans le passé au podcast. Question de ne pas être trop redondant. Exactement. Fait que bienvenue officiellement au podcast, Mario. Ben merci, Émile. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Là, c'est ça, on était dû. T'es quelqu'un dans la vie que t'es très outgoing. T'as tellement une belle voix, je trouve. Puis quand j'ai vu que t'avais un projet de maîtrise, je veux dire, c'était impossible que je t'invite pas au podcast. Une belle voix, nasillarde, puis pas articulée. C'est fin, ça. Mais c'est pas parce que t'as un accent que c'est nasillarde, OK? C'est bon. OK? L'accent de Gatineau, c'est ça que tu veux dire? Moi, j'ai pas d'accent. Toi, t'as un accent. Non, ah oui, il y en a qui disent c'est ça. Toi, t'as un accent. C'est toi qui as l'accent, pas moi. Ouais, je sais. C'est bon. Donc, là, on vient de dire plein d'affaires, mais pour commencer, OK, je trouve que dans les projets de maîtrise que j'ai vus de l'Université Laval ou des autres universités ou les projets reliés qu'on a fait à Accès Innovation, sont tout le temps très intéressants, mais il y a un aspect qui manque tout le temps, puis c'est normal, là, c'est pas là-dessus que le focus est, mais sur l'esthétique. Puis ton projet, c'est de loin le plus beau que j'ai vu. Est-ce qu'il y a une attention particulière sur l'esthétique qui a été apportée? Est-ce que ça pourrait être important pour augmenter la promotion du groupe de robotique et de l'étudiant sur les réseaux sociaux d'avoir un beau prototype, tu penses? On pourrait répondre à la question en plusieurs temps, mais le robot, tu l'as vu, il est anodisé, il est doré, il est beau. Ça, c'est une touche que Clément, mon directeur de maîtrise, a voulu apporter. C'est que le fait de l'anodiser, c'est là, on rentre plus dans le marketing. Là. C'est vraiment... Les premiers robots, dans le fond, les premières pinces que Clément a faites étaient toutes dorées. C'est un peu sa marque de commerce. Oui, j'ose croire qu'on va vouloir garder un peu cette lignée-là pour au moins qu'il y ait le brand mark carrément du lab de robotique. Sinon, les pièces telles quelles en aluminium, des fois, ils ont des shapes un peu belles dedans. J'ai essayé de les faire belles, mais en même temps, ça reste structurel. Tant qu'à faire l'évidement de matière, moi, je me dis tout le temps aussi bien faire ça de façon sexy si on peut. Là, tant qu'à faire un trou, un carré. Tant qu'il n'y a pas de concentration de contrainte puis que ça pète pas, on peut être un peu plus funky sur les shapes. Ça, c'est comme ça que j'aime faire, mais bon, c'est que ça donnait un certain charme au robot. Je te dirais aussi... c'est pas Clément m'a pas demandé « Hey Mario, faut que le robot il soit beau, faut qu'il soit vendeur. » C'est un petit peu... La dernière fois qu'on s'en est parlé, c'était un petit peu ça que tu disais, on dirait, mais OK, je te laisse... Non, c'est... Vraiment, on était... Moi, il m'est venu un peu l'idée de... Oui, comme tu dis, t'as bien dit, il n'y a pas le focus là-dessus. C'est pas dans nos cahiers de charge qu'on a la maîtrise de dire « Faut qu'il soit beau. » Surtout pas, en fait, on veut prototyper, puis surtout, on n'est pas au privé. Là. On va pas vendre ce produit-là. On veut juste qu'il fonctionne. On veut que nos hypothèses, on puisse les prouver ou les démentir avec le robot, avec le prototype. C'est qu'on veut y arriver plus rapidement sans perdre trop de temps. J'ai pas voulu mettre trop d'attention sur le fait qu'il soit beau, mais comme je dis, j'ai donné l'exemple des événements de matière avec une certaine shape, ça donne un certain style. C'est tel quel. Sinon, je trouvais que la question était intéressante parce que il va venir un peu plus tard, mais c'est un robot parallèle, c'est pas un robot en série. Les robots en série, quand on parle d'être vendeur, parce que là, je fais l'aparté, là, ça reste que... ça reste que... Je viens de dire qu'on fait de la recherche, plus vraiment à l'université, c'est pas de la recherche en milieu privé. Mais c'est sûr que ce robot-là, on veut quand même essayer un jour de le commercialiser. Peut-être pas lui en particulier, mais ce type de robot-là, c'est ça, un peu le but à Clément là-dedans, c'est de montrer tous les intérêts qu'on pourrait avoir dans ces recherches-là. Puis bref, c'est que les robots parallèles, toi, tu veux vendre ça à un client, tu regardes ça, ça a l'air tentaculaire, t'es comme...
c'est quoi cet agrément-là? C'est quoi que ça fait? C'est où que ça prend quoi? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui bouge? Pourquoi c'est... Ben, je veux pas dire moche, là, on est capable de le rendre beau, c'est un peu ça que je voulais montrer. Mais tu sais, tu vas voir un robot en série, les robots en série, c'est ceux qui ont l'air d'un bras humain. Tu regardes ça, puis déjà, en 2 temps, le premier, c'est tu regardes ça, tu dis, ben c'est beau, ça a l'air d'un bras humain, je connais ça. Puis deuxièmement, ben après ça, pour ce qui est de l'utilité, pour ce qui est du mouvement qu'il va en avoir, ben tu regardes, ben, ça fait le même bras, ça fait le même mouvement que mon bras va pouvoir faire. Bref, ça reste un peu à ça. Puis là, on va y venir aussi tantôt, mais la robotique collaborative se veut beaucoup plus proche de l'humain. Donc là, ben là, si l'humain veut interagir avec ce robot-là, si c'est moche, ça a l'air tentaculaire, ça a l'air dangereux, on s'éloigne un peu de l'objectif qu'on se donne. C'est bref, je reviens à ta question de départ, que le robot soit charmant, plus esthétique. C'était pas dans les contraintes de charge, mais toutes les opportunités que j'ai eues pour le rendre un peu plus attrayant, ça venait du fait qu'au final, il y a un humain qui va devoir jouer avec ce robot-là, puis je veux qu'il s'entende en confiance, je veux qu'il regarde le robot, puis ça a l'air d'une belle machine. Faut pas que ça a l'air de quelque chose de dangereux, tu sais pas trop qu'est-ce qui va partir de quel bord, puis... Ouais. Puis, c'est où qui se rend à peu près en regardant. À peu près. Il y a ça, puis comme je dis, ben là, l'aspect marketing, c'est loin d'être une priorité, mais c'est sûr que là, c'est pas des robots qui sont vendus sur le marché en ce moment. Donc si on peut leur donner un certain... sex appeal, je sais pas si ça va être censuré, là, je sais pas si on peut donner un certain sex appeal au robot, ben on n'a pas forcé pour, mais toutes les opportunités qu'on a eues, on les a prises. Ça fait le tour pas mal de la réponse. Ouais, mais c'est vraiment une belle réponse détaillée. Puis tu sais, tu as mentionné quelque chose que je trouve qui est comme intéressant derrière ça. Puis tu sais, avec le podcast, j'essaie de faire mon possible de promote le podcast. Je m'excuse de l'anglais, là, mais tu sais, j'essaie de faire mon possible. Promouvoir, merci. Ouais, c'est ça, c'est comme quasiment le même mot. Aïe aïe. Sur LinkedIn, tu sais, puis c'est surtout sur LinkedIn que je trouve qu'il y a beaucoup de traction, puis c'est ça qui est le fun de voir, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés sur LinkedIn, par rapport à Facebook, tu sais, sur Facebook, on dirait que c'est pas vraiment fait pour ça. Mais bref, je trouve que, tu penses-tu, en fond, je vais pas dire je trouve, mais je vais demander, tu trouves-tu que pour une étude de maîtrise, de mettre un beau vidéo d'un beau robot avec des belles pièces anodisées en or, Iron Man, est-ce que ça, tu penses-tu que ça a comme de l'intérêt? Est-ce que faire une maîtrise, à la fin, tu essaies de te vendre? Toi, as-tu vécu ça, tu sais, ou t'as pas vraiment eu le besoin de te vendre tant que ça, tu sais? Pendant la maîtrise, je te dirais que j'étais pas dans la recherche d'un emploi, je savais que j'étais seté pour les prochaines années. L'idée d'avoir une belle vidéo à la fin, ben là, on en a déjà parlé auparavant, mais mon amour pour l'éditage vidéo, je savais qu'il fallait que je choisisse l'opportunité pour faire de quoi de joli. Je te dirais, ça reste que, tu sais, mon mémoire, il fait 80 pages, c'est un petit mémoire, mais personne ne va lire mon mémoire. J'envoie à ma famille, j'envoie à mes amis, tout le monde s'en dit « Wow, beau mémoire! » Mais ils n'ont pas lu. Je sais que personne ne l'a lu. Là, moi, j'ai lu l'abstract. Merci, c'est bon. J'ai regardé toutes les figures quasiment, je pense. Okay. C'est que je sais que les gens vont pas lire mon mémoire. Là, je travaille sur un article qui devrait peut-être bientôt être publié si tout va bien. Ça reste un 8 pages, double colonne. C'est beaucoup plus condensé que le mémoire. J'espère que les gens vont le lire. Mais encore là, les gens vont peut-être le lire en diagonale. Pour faire, sauf les gens qui vont vraiment aller faire la recherche littéraire pour comprendre, évidemment. S'en inspirer. Exactement, mais quelqu'un qui va juste vouloir... Un de mes amis qui va vouloir le lire, ou mettons, j'applique à quelque part, ils vont pas prendre le temps de le lire. Une vidéo, par contre, ça parle à tout le monde. Là, je me suis dit, je peux faire une vidéo, puis justement, le robot, il allait bien, il est beau, il fonctionne bien. Je peux pas en tirer profit. C'était que oui, c'est sûr que j'ai mis un peu d'attention sur essayer d'avoir une belle vidéo que je peux partager à tous, autant pour dans plusieurs années, quand je vais me dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait déjà? C'est quoi le but de ma maîtrise? Déjà, là, on va en parler. Moi, ça fait 1 an que j'ai fini. Le robot fait 1 an qu'il est opérationnel, disons. Okay. Ça fait déjà un petit moment. Puis là, dans 10 ans, j'aimerais ça pouvoir regarder la vidéo au lieu de regarder mon mémoire au complet. C'est juste avoir quelque chose de concret. Dire, OK, c'est ça que j'ai fait. Voici mon accomplissement. Voici ce qui témoigne de mes efforts. Ouais, exactement. T'es pas obligé de te taper 3 heures de lecture justement pour ça. Tu checkes une vidéo, on t'a couché, t'es comme, ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. Ouais. Je vois l'attrait. La vidéo est très segmentée. En fait, l'article fait beaucoup référence aux vidéos. C'est pour ça que la vidéo est vraiment partie. C'est que il y a plusieurs sections. Souvent, on va aller prendre des résultats et dire, de telle partie de la vidéo, voici les résultats, les courbes qu'on en a ressortis. Donc, c'est sûr qu'il est très décortiqué, il est très, comme je dis, très granulé par section. C'est pas une grosse vidéo promotionnelle non plus de marketing, mais ça reste que on est capable de chercher. Et, je me rappelle, la charge utile, c'est ça. Oui, bref, autant qu'il est plaisant à regarder, je trouve. Là, je prêche pour ma paroisse, mais j'en suis fier. C'est pour ça que j'en parle. Merci. Mais je pense que ça fait le tour de ce que je voulais dire. Ah, mais oui. Ok, ce que je disais, oui, mais je pensais que tu allais dire ça fait le tour de la réponse, mais ouais, c'est bon. C'est ce que tu voulais dire, ok. Ouais, ça se résume à ça. C'est que, oui, faire une belle vidéo, pour moi, c'est un peu mon legacy. C'est beaucoup plus accessible à tous qu'un mémoire de 80 pages, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est comme.
il y a quelque chose à se faire dans l'ère moderne de la surconsommation et du Disney+, puis d'avoir trop de stock à écouter. Tout le monde a des affaires à écouter. Puis là, less is more. C'est juste ça que je veux dire. D'avoir une vidéo synthétisée de 4 minutes là, qui est to the point puis qui montre très rapidement et de manière très intéressante ce qu'il y a à voir, je trouve que c'est vraiment fascinant. Fait que, puis encore là, 4 minutes, ça peut être long des fois. Clément voulait faire ça plus court, puis là, c'est moi qui a stretché un peu. Je dis, là, j'ai pas envie de faire ça en 2 vidéos. On va juste faire une vidéo, puis tout va y aller. J'aurais pas à faire un autre montage. Mais... La Director's Cut. Ouais, c'est ça. Le Director's Cut, il est sorti en premier lieu. C'est ça. Tu dirais que sorti la Director's Cut, t'as gagné face au studio qui essayait de. C'est ça. Studio indépendant Mario, on sort tout d'un coup. Peu importe. Hein? Studio indépendant de Mario, on sort tout d'un coup. Wow, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'au début, il y a un logo. Non, c'est pas vrai. Mais là, c'est ça. Puis là, il y a une affaire. On parlait de ton mémoire de maîtrise. Puis oui, qui est quand même assez long, je lisais. Puis j'avais une question quand même par rapport là-dedans. Mais je le lisais. Puis j'étais comme, non, c'est bien drôle. Ça change l'anglais à français. Ça, c'est. Ouais. Est-ce que. Je sais pas, je trouvais ça comme intéressant. Pourquoi pas rester en une langue, mettons? Ou, tu sais, moi, ça me dérange vraiment pas. Comme je dis, j'ai pas lu au complet, j'ai regardé les sections. Est-ce que c'est que, mettons, t'as des sections plus techniques en anglais, puis tu sais, à place d'utiliser des anglicismes tout le temps, on se dit, OK, ben à place de dire, mettons, la bolt, tu sais, ben là, on va juste le dire en anglais au complet. Afin d'éviter des anglicismes, on va juste tout écrire en anglais. Ouais, rendu là. Non, ben c'est assez simple, dans le fond, c'est que un mémoire, t'as plusieurs types de mémoire. Ben, en fait, on résume ça à 3 types de mémoire. T'as carrément par rédaction complète, t'as par insertion d'articles et par article. Donc, grosso modo, par article, ça veut dire que tu vas prendre 2 articles que tu veux publier, que tu as fait, tu vas les mash up ensemble, puis tu vas les combiner ensemble, puis tu vas dire, ben, voici mon mémoire, c'est that's all. Par insertion, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai juste pris un article. Donc, je prends un seul article. Donc, la partie en anglaise, dans le fond, c'est carrément l'article que j'ai soumis. Okay. C'est pour ça qu'être en anglais, c'est aussi simple que ça. Je dis, voici l'article que je suis prêt à soumettre. J'ai dit publier, je pense, non, j'ai pas encore publié, mais que je suis prêt à soumettre. Donc, je mets ça en tête de mémoire. Puis là, de là, il faut que je développe le reste de mon mémoire. Ça avait quand même ses défis, parce que on dirait j'avais comme une trame narrative dans ma tête, dans mon mémoire, dans la rédaction de mon mémoire. Puis là, je me ramasse avec le premier bloc, qui est genre un article qui est genre super condensé, qui raconte... Sommaire. Qui est très condensé, qui parle de tout, mais un petit peu en détail, mais pas trop en détail. Puis après ça, OK, de là, comment est-ce que je poursuis la rédaction de mon mémoire, ça a été un peu funky à faire. Pas la fin du monde, là, mais comme je dis, ça brisait un peu la trame narrative du mémoire que j'avais en tête, mais au final, ça s'est bien fait. Là. J'ai repris certaines sections dans le mémoire que là, j'ai pu aller un peu plus beurré et épais sur des sections que j'aurais peut-être voulu plus raconter, mais que dans un format 8 pages, t'as pas le temps de mettre. Parce que c'est comme pas chronologique. Là. C'est comme tu dis. Non, c'est comment tu parles du milieu de l'histoire. Tu parles pas des conclusions, mais des débuts, mais du milieu, puis après ça, tu parles des deux bords. Exactement. C'est juste pour ça qu'il y a une section en anglais. Merci. Ouais, OK, bah, ça explique vraiment bien, ça répond vraiment bien à ma question par rapport à ça. Là. Fait que là, on peut peut-être commencer à embarquer un peu plus dans le sujet principal, puis on en a glissé quelques mots. Tu en as un peu parlé, là, c'est un des objectifs de Clément Gosselin. Tu disais, qu'est-ce qui unit les projets de robotique des dernières années au laboratoire de robotique? Moi, j'ai l'impression que c'est les robots parallèles et la collaboration humain-robot. Mais je me trompe peut-être. Ouais, puis c'est pour ça que je à l'origine, Clément Gosselin est un des pionniers de la robotique parallèle. Donc ça, c'était son gaga, là, je pense, depuis les années 80. Donc c'est sûr qu'il est parti là-dessus. Là, tout ce qui... il en a parlé, puis ça, je trouve ça beau parce que j'ai lu un de ses articles récemment, puis à la fin, il a nommé quelque chose que j'essaie d'expliquer de mon côté aux gens, puis je savais même pas que Clément utilisait le même terme. On appelle ça l'intelligence mécanique. C'est que ça veut juste dire, au lieu de mettre des moteurs et des capteurs partout, essayons de faire ça intelligemment, mécaniquement, pour que ce soit au plus simple possible. Ça a l'air complexe quand tu regardes, mais mécaniquement, la mécanique va faire les tâches que tu veux sans avoir passer par... coup de capteur, de moteur, bref, l'intelligence mécanique. Tu as posé que ça passe beaucoup par les mécanismes parallèles. Puis, bref, lui, la robotique parallèle, c'était son gaga. Puis là, depuis une quinzaine d'années, je n'irai pas dans les détails, ça fait plusieurs années, mais la robotique collaborative est arrivée. Puis là, Clément, lui, c'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé, c'est la robotique collaborative. Je pense qu'on va en aborder plus en détail, là, mais ben oui, grosso modo, tu peux embarquer là-dedans si tu veux, parce que je suis sûr qu'il y en a, sûrement qu'il y en a qui savent c'est quoi, mais... Ouais, mais en tout cas, la robotique collaborative, c'est un peu émergent. C'est sûrement plus émergent, je sais plus où... Côté le marché de la chose, je sais plus où est-ce qu'on en est rendu, ça avance, là, je sais pas si c'est plus embryonnage, je sais bien, mais ça reste un marché que, dans le fond, on fait des robots beaucoup plus accessibles pour certains domaines de l'industrie, c'est-à-dire que moi, j'aime ça diviser ça en 2 parties. Ben, pas juste moi, là, c'est un peu dans la littérature. Tu divises ça en 2 parties. La première, c'est l'aspect sécurité. Un robot collaboratif, il y a certaines normes ISO, je ne me trompe pas, qu'on veut respecter.
il doit être sécuritaire. Moi, je dis souvent, faudrait que je puisse laisser un enfant de 5 ans avec mon robot collaboratif, puis pas avoir peur qu'il se blesse avec, ou pas trop exagérer non plus, mais il faut que ce soit à un certain point sécuritaire. On va dire dumb-proof n'est sûrement pas la bonne expression à utiliser, mais on veut vraiment que quelqu'un qui ne sait pas utiliser ce robot ne va pas se blesser avec. Puis ça, pourquoi? Ça semble être évident. On veut que ça soit sécuritaire, mais évident, ouais. mettons qu'on parle plus côté business, un robot collaboratif qui est sécuritaire, tu n'as pas besoin d'avoir une enceinte de sécurité, tu n'as pas besoin d'avoir les cages, c'est que là, tu sauves des coûts, tu sauves l'espace sur le plancher. Donc, il y a le côté humain, évidemment, qui est le plus important, mais ça reste que pour quelqu'un qui voit juste les dollars à la fin, de tout éviter cette installation-là, puis cette façon de rendre les robots industriels sécuritaires, c'est très avantageux dans un robot collaboratif. Sinon, il y a aussi la partie interactive. Donc, le programmeur qui va programmer le robot pour lui faire les tâches qu'il veut. J'aime donner un exemple. Admettons, toi, je sais pas, t'assembles... on a écouté ça. Charlie, la chocolaterie, qu'est-ce qu'il fait? Des pots de dentifrice? Je me rappelle plus. Ah, des quoi? Charlie, la chocolaterie, il fait des pots de dentifrice, là. Je me trompe. Ah Je me rappelle pas de ça. Il se fait remplacer un un robot par la fin, là. Mais ça, c'est un bon exemple. Oui, ok, ouais. Admettons, là, Mais c'est pas Charlie, c'est pas son père. Non, mais le film, c'est Charlie et la chocolaterie. Dans le film. Il fait ça dans le film. Oui, c'est ça. Il se fait remplacer. Peu importe. On va dire que toi, okay. Toi, là, ta job, là, c'est de visser des couvercles. Là. Ouais. Là, c'est toi le pro de ça. Mais là, mettons, toi, tu dis Mario, je voudrais mettre un robot pour faire cette tâche-là à ma place. Mais là, dans l'industrie du robot industriel en ce moment, comme c'était, tu vas me payer assez cher pour que je t'apporte un robot industriel. Puis là, moi, je vais te le programmer. Il va comme avoir... je vais être le pont entre la tâche que tu veux faire puis toi. Fait que là, au final, tu vas essayer de m'expliquer ce que tu veux, puis moi, je vais essayer de comprendre, puis là, je vais essayer de le programmer, puis là, je vais faire ça au robot. Puis là, à un moment donné, tu vas être content. OK, Mario, c'est bon, tu as réussi à faire ce que je voulais faire au robot. Moi, je m'en vais, puis là, finalement, le pot de dentifrice, il est rendu plus gros, je voudrais changer un peu des paramètres que le robot doit effectuer, ou finalement, mon robot, je vais le mettre ailleurs. Là, il faut que tu rappelles Mario qui va venir qui va venir à chaque fois, puis il va coûter cher. Il va se mettre à programmer le robot à ta place. Là, le robot collaboratif, c'est un peu ça qu'il veut venir contrer. Il veut que moi, j'arrive, je te présente un robot collaboratif que tu vas pouvoir programmer toi-même, même si tu connais pas tant en programmation. Puis c'est toi le pro de la tâche. Tu n'as pas besoin de m'expliquer qu'est-ce que je devrais faire au robot à ta place. Toi, tu sais qu'est-ce que le robot doit faire. C'est toi le pro. Toi, tu vas programmer toi-même le robot. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est passer une journée ou même pas une demi-journée avec toi. Dire, hey, voici le robot, comment il fonctionne. Comme je t'expliquais comment une drill, ça fonctionne. Ensuite, c'est toi qui fais les trous. Là. C'est une grosse analogie, peut-être pour pas grand-chose, mais au final... Charlie, je comprenais pas, j'avais oublié cette bout-là, mais je pense que c'est très clair. Excuse, non, mais Charlie, c'est pas ça qui m'a marqué dans ce film-là, mais en tout cas. Non, le papa qui se fait remplacer par un robot, c'est triste. Ouais, c'est triste. Mais c'est lui qui avait programmé les robots à la place, parce qu'à la fin, peu importe. On va finir ça là-dessus. Oui, mais c'est génial, parce que oui, effectivement, comme tu dis, ben là, c'est comme, il y a l'intelligence mécanique, c'est OK, avoir des systèmes qui, mettons, ils ont un peu moins de senseurs, un peu moins de capteurs, mais là, je trouve que, là, tu viens de nous parler d'un autre niveau d'intelligence mécanique, de dire à un autre point, tu sais, carrément, t'as pas besoin de programmer le robot en série, le robot collaboration, il est comme self-explanatory au complet, puis il fonctionne. Exactement. C'est comme un autre niveau. Là. On s'est un peu échappé, mais ce que je voulais en revenir, tu me demandais qu'est-ce qui réunit tous les projets du lab de Clément Gosselin en ce moment, ben c'est ça, c'est oui, il y a les robots parallèles, mais on est vraiment dans le collaboratif, c'est pourquoi est-ce qu'on est dans le collaboratif? C'est à cause de ce que je viens d'expliquer. Il y a vraiment un marché pour ça qui doit être développé. Mais pour ça, on veut proposer d'autres alternatives que le robot collaboratif standard qui se vend en ce moment. Ou du moins, on veut l'explorer. C'est ça qui est le fun à l'université. C'est que tu vas pouvoir explorer des sujets que c'est peut-être pas les compagnies privées qui vont nécessairement vouloir mettre de l'argent tout de suite là-dedans pour explorer. Mais c'est ça qui est le fun d'explorer à l'université. C'est tu te donner un projet puis t'es comme... On va voir ce que ça va donner. C'est ça, c'est fait pour ça. C'est ça. Tu peux pas nécessairement faire de l'argent avec, mais tant mieux si ça peut mener à quoi. Mais sinon, on aura exploré de quoi, puis si ça peut servir à quelqu'un en disant, tant mieux. C'est quoi le robot collaboratif actuel sur le marché? Il va y avoir Universal Robot qui est très reconnu. Là, c'est juste une marque parmi tant d'autres, mais ça va être le robot sériel qui a l'air d'un bras à 6 degrés de liberté, 6 joints. Puis il y a plein de compétiteurs qui sont arrivés, là, mais ça va être un robot qui va peut-être pouvoir soulever jusqu'à 20 kg au maximum. 10 kilos des fois. Ça dépend, ils ont plusieurs tailles, là, mais c'est sûr qu'à l'audio, on va pas voir, mais c'est un robot qui va être à peu près, qui va avoir la portée d'à peu près d'un bras humain. C'est que ça va être très similaire au robot. On va pas parler d'un robot qui fait 2 mètres de haut et qui peut soulever des chars. Là. Ouais, parce que là, on en parlait très collaboratif. Non, c'est ça. Pas encore.
Ben ouais, peut-être un jour, ben c'est ça, Xavier Garand, l'épisode qu'on a fait avec lui, que je sais que tu le connais, on en a parlé beaucoup de ça, puis tu sais, il a expliqué un peu le pourquoi, puis lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est intéressant, c'est un peu un robot, ça file un peu robot en série, mais il est vraiment moins lourd qu'un robot en série standard, fait que ça amène tout cet aspect-là, fait que je vous encourage à aller voir cet épisode-là, je pense que c'est le 26, peut-être 27. Absolument, Xavier qui est mon parrain spirituel. On espère qu'il regarde l'épisode d'aujourd'hui, puis qui, à chaque fois que tu parles, il est comme ouais, mais. Je suis sûr que Xavier, c'est le meilleur avocat du diable. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Ok. Fait que là, t'as parlé d'un. En fait, c'était écrit dans le projet de maîtrise, un Scara type robot. Ouais. Là, je voyais ça, puis je t'avouerais que je sais pas c'est quoi. Je savais pas c'était quoi, j'aurais pu le rechercher, oui. T'aurais pu, mais tu vais demander à Mario. Je vais lui demander après, je vais l'écrire dans la liste de questions que j'ai pour lui, une liste énorme de questions. Puis ça fait partie, je pense, du titre de la maîtrise même, puis un titre qu'on va disséquer peut-être un peu plus tard, là, ça va être intéressant. Fait que... Ben, sans aller trop dans les détails, c'est un robot qu'on va dire 4 axes, dont 3 axes en translation, puis 1 en rotation. Grosso modo, c'est que ton poignet ou ta pince, peu importe, va tout le temps être perpendiculaire au sol. Ben, je dis au sol, ça peut être perpendiculaire à n'importe quelle surface que tu décides, mais au final, il va pas pouvoir se réorienter. Là, je veux pas parler des termes aviautiques, mais il va juste avoir un axe de rotation. Donc, tu vas pouvoir prendre une pièce, la déplacer, mais tu pourras pas comme je dis, la rouler. Fait que c'est vraiment... L'axe du poignet, il est tout le temps perpendiculaire au sol pour les auditeurs. Ouais, si on détermine... Si on est sur une table, on va dire il va être perpendiculaire à la table. Tu ne pourras pas orienter autrement. Mais tu vas pouvoir tourner autour de la table. C'est ça, OK. Ouais. Fait que là, quand on regarde la vidéo, on comprend immédiatement que c'est ça. Là. Fait que, bref, c'est vraiment simple comme réponse. T'as carrément 2 axes de moins que le robot standard 6 axes qui fait tout ce qu'un bras peut faire. Puis, OK. Puis là... C'est quoi? Ok, ben là, ça, je l'avais pas pris en note, mais tu sais, généralement, ça peut être utilisé à peu près pour quoi un robot Scara comme ça? On va appeler ça pick and place en anglais. En français, ça serait prise et placement. donc, merci. Du triage, on va dire. Ben, du triage, tout ce qui souvent, c'est, dans 2 cas, c'est soit que la prise et le dépôt de l'objet. Dans la prise et le dépôt de l'objet, l'orientation, on n'y tient pas. Ça n'a pas d'importance. On veut juste que XY sur une table, on le remette XY ailleurs. Ou sinon, l'orientation de l'objet est connue et cette orientation va rester la même au dépôt d'objet. Donc à ce moment-là, Scara, ça va le faire. C'est que souvent dans le triage, le déplacement d'un convoyeur à un autre, assemblage des fois, juste si on vient assembler des vis ou venir remettre des dowel pins, peu importe les éléments d'assemblage, tant qu'on reste perpendiculaire à une table, on va assembler ça. Ouais, ça va le faire. Ça, c'est... on a parlé de ça. Puis là, on dirait, j'arrête pas de plugger les épisodes, mais ça me fait penser à l'épisode 21 d'Accès Innovation avec Waste Robotics, qui c'est justement un genre une entreprise qui font des équipements de triage, qui intègrent l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Ensuite de ça, donc là, on continue d'avancer là-dedans, Mario. Puis là, justement, je pense que ça peut être intéressant de... Ça peut être intéressant de peut-être de disséquer le titre, mais on n'est peut-être pas encore prêt pour ça. On parlerait de rétrocommandabilité. Ouais. Ça, c'est la version traduite, je pense. Je pense que c'est la version que je trouve dans ton maîtrise. Oui, je pense que c'est ça. Rétrocommandable. Rétrocommandable. Tout du genre, ça fait partie, je pense, du titre, ou peut-être même pas, là, mais c'est un des thèmes que j'ai trouvé. Puis tu sais, je pense que c'est assez self-explanatory quand on regarde la vidéo, justement. Là, je pense qu'à cette étape-ci, les auditeurs devraient regarder la vidéo. Je vais pas trop plugger, mais si vous voulez aller voir la vidéo... vidéo de 4 minutes, là, c'est pas un podcast d'1 heure, là, en plus, ça fait que ça vaut vraiment la peine. Fait que c'est vraiment, OK, c'est juste on enseigne au robot, on le place à des endroits, on enregistre des positions. Ouais, c'est que physiquement à la main, tu vas pouvoir venir prendre l'outil. Quand je dis outil, c'est que ça peut être une pince, une drill, un vacuum. Finalement, un robot, on appelle ça un robot manipulateur pour une raison, c'est que tout ce que ça fait, ça déplace un outil dans l'espace. Cet outil-là, comme je dis, ça peut être n'importe quoi. Là, on va mettre des pinces, là, mais tu mets bien ce que tu veux. Là, moi, dans mon cas, c'est une pince, c'est que là, tu vas venir déplacer l'outil du robot à la main, c'est carrément, tu vas y toucher, puis là, l'amener faire ce que tu veux. Faut pouvoir, on appelle ça enseigner, là, tu vas pouvoir enseigner au robot. C'est au final, c'est toutes des affaires qui pouvaient se faire avant, mais avant, c'était justement, on avait besoin d'un langage de programmation, des outils, de manettes. C'est que là, il fallait plus de connaissances, plus de formation, tandis que quand c'est rétrocommandable, ben, comme je dis, on s'en reprend. L'exemple de Charlie la chocolaterie, ben, tu prends le robot, puis tu fais prendre le couvercle de la pâte à dents, puis tu mets le bouchon, puis tu mets sa pâte à dents. Puis tu sais, l'opérateur à qui tu vas vendre le robot collaboratif, ben, lui-même va pouvoir le faire. Puis pour le tien, là, ça, on le voit dans la vidéo, comment il fonctionne, ça? C'est-tu juste que tu prends le robot, quand il sait qu'il a été déplacé de force,
t'arrêtes de bouger pendant 1 seconde, puis là, quand t'arrêtes de bouger... déplacer de force, c'est ça qui est beau, il se laisse faire. Ben ok, mais... Ça, c'est la de joie. force. Ok, mais... ben, non, oui, je vais expliquer pourquoi. On force dessus, c'est vrai, un peu. Mais je veux dire, comment il sait... Ok, mais comment il sait... comment il sait que là, c'est une position qu'il doit enregistrer, c'est qu'au préalable, tu sais un programme, tu dis là, je vais te donner des positions. Ben, rendu là, tu sais... Pour le dire. Moi, dans le mien, c'est un clic de souris, tout simplement. Là, on va dire que c'est arrangé avec le gars des vues, là. Je pense pas qu'on voit la souris dans la vidéo, là. Non, mais on voit pas la souris. Mais tu sais, ça, je me sens trahi. Ben, tu sais, ça... Là, je veux... pas que je cherche à me justifier. Non, mais... mais dans le sens que, tu sais, ce robot-là, on aurait pu faire... Tu peux y faire ce que tu veux. Pas y faire... Comment je peux dire ça? Il y a encore développement, ce robot-là. Si tu me dis, Mario, j'aimerais ça qu'à chaque fois que je deviens immobile, si je deviens immobile pendant, mettons, 1 seconde, il sait que c'est ce point-là qu'il faut qu'il enregistre ça se ferait facilement. Mais là, tu sais, là, moi, je peux pas pousser le développement là parce qu'à un moment donné, je vais finir ma maîtrise. Ça arrête à on coupe les coins ronds. Justement, si je suis capable de vendre la salade, moi, ça a réussi l'objectif. Donc oui, dans le fond, il y a un bouton, je clique sur le bouton, je dis t'enregistres ce point-là. T'enregistres ce point-là. Si je veux changer d'un mode pour lui dire, ben là, j'ai fini d'enregistrer, j'ai dit aussi à l'aide de la souris. Si je veux lui dire play, ben je dis pas vocalement, je dis clique sur play, puis il refait. Non, mais c'est comme, ok, mais c'est parce que dans la vidéo, j'ai vraiment l'impression que, on dirait que peut-être t'as coupé vraiment bien, mais on dirait que tu fais juste le déplacer partout, puis il se rappelle, on dirait que pas que tu cliques entre chaque déplacement. Ouais, je me trompe-tu? Ouais, ben j'étais rapide. Dans le fond, c'est. Je sais pas, tu dis que la vidéo est 4 minutes, je me rappelle plus trop, mais tu sais, je savais qu'il fallait que je fasse de la vidéo le plus rapidement possible. Je te dirais que toutes les séquences sont assez rushées. C'est vraiment, là, c'est pas le temps de niaiser parce que si chaque séquence prend 10 secondes de plus, ben la vidéo aurait fait 6 minutes puis j'aurais perdu. Mais ok, bon. Fait que là, dans ce contexte-là, ça veut dire que t'as fait play sur l'enregistrement, t'as déplacé l'outil à plein de places. À chaque point, je lui dis. Ben, en fait, c'est comme. Entre chaque, tu cliquais sur l'ordi? Ouais, c'est comme une macro sur Excel. Tu pèses sur un gros bouton rouge, dire enregistre. En fait, ça aurait lu mon mémoire. L'interface utilisateur est bien présentée. Là. Ah, ouais, ok, ben peut-être. Là, ça fait un bout aussi, là, mais ok. En tout cas, il y a un bouton rouge enregistré, puis là, tu dis chaque point lesquels enregistrer, puis après ça, tu fais play. Sais-tu qu'est-ce qui serait drôle? Quand je vais réécouter le podcast pour l'éditer, il faudrait que j'aille fouiller dans le mémoire, puis je le trouve, cette interface, puis je le overlay sur l'écran pour qu'on puisse voir en même temps. Mais là, en plus, on a un gros spot blanc, là, ce serait parfait. Là. Excellent, ouais, je vais faire ça. Pour de vrai, quand je vais l'écouter, je vais entendre ce bout-là, puis ça va me rappeler de le faire. Bon. Si je le fais pas, je suis vraiment. Est-ce qu'on fasse un clap pour t'en rappeler? Non, ça va pas m'aider. Là, on a assez parlé, fait que là, genre, ouais, je vais m'en rappeler parce que ça fait 3 minutes qu'il parle pas de sujet. C'est bon. Ok. Non, il n'y a pas de stress. Fait que là, tu vois. Là, ok, on va sortir de l'intro bientôt. Là, yes. On est encore dans le. On est encore dans l'intro. Objectif, on est encore dans les définitions. Fait que là, est-ce que tu pourrais nous expliquer, disséquer le titre de ton mémoire? Là, allons-y. Je l'ai pas pris en note, mais j'ai pris en note tous les mots-clés. Est-ce que tu te rappelles du titre de ton mémoire? Non? Ok, regarde. Attends, je peux m'essayer. Je pense que je l'ai. Je l'ai la liste. Mais il n'y a pas les petits mots entre, il n'y a pas les conjonctions puis tout ça, mais les déterminants. Regarde, je vais le dire, ok, il y avait. C'est un robot. Collaboratif, parallèle, SCARA, redondant, rétro-entraînable, à faible impédance mécanique, rotation illimitée à l'effecteur, puis préhension actionnée par la base. Exactement. Là, ok, commence. Collaboratif. On l'a parlé. On l'a dit, collaboratif. On a fait le tour. Parallèle, on a quand même parlé. Non, on n'a pas parlé. On a dit que c'était un peu tentaculaire, mais tu sais, grosso modo, c'est le robot en série, c'est que les moteurs sont en série. Donc, mettons, si on prend le bras humain, ben, tu as l'épaule, le coude, le poignet, les doigts, c'est que tout est en série. Le robot parallèle, l'avantage, c'est que tous les moteurs sont à la base. Puis là, parallèlement, les liens qui lient, dans le fond, les moteurs à l'outil, ben, vont parallèlement se rendre jusqu'à l'outil. Donc, c'est plus complexe que ça, mais tu sais, dis-toi que... Il faut le voir aussi pour comprendre parfaitement, mais... On va y revenir tantôt, mais j'ai des affaires à dire là-dessus. OK, parfait, on met une pin là-dessus. Okay. C'est pas le pin en it. J'aime cette expression-là. Fait qu'ensuite, parallèle, on a SCARA. SCARA, ça le dit, l'outil perpendiculaire. Parfait, OK. Puis ensuite, ça, redondant. Redondant. Ça, dans le fond, c'est que j'ai dit qu'il y avait 4 axes, 3 en translation, X, Y, Z, blablabla, 1 en rotation. Mais il y a 5 moteurs. C'est que tu as un moteur de plus pour le nombre de degrés de liberté en mouvement que tu as. C'est que là, tu as un moteur redondant. Grosso modo, c'est que la cinématique est redondante. Puis là, encore là, on pourra peut-être le voir dans la vidéo, mais le bras humain, c'est un bon exemple. T'sais, on a plus d'axes, on a plus de, disons, appelons ça des moteurs, mais plus de joints, on va appeler ça des joints, on a plus de joints dans notre bras humain qu'on a besoin pour accomplir certaines actions, ça nous donne une redondance. Okay. Ça, dans le fond, je ne vais pas les compter, mais on va dire qu'il y en a plus que 6, sûrement. Là, dans le fond, si je dépose ma main ici, ma main, c'est mon outil, et dans cette rotation-là, cette position-là,
mon épaule ici, c'est la base de mon moteur, je suis capable encore de tourner mon bras comme ça. C'est que, vu qu'il y a une redondance, pour la même base qui ne bouge pas, pour la même position de l'outil, je suis capable de venir bouger, dans le fond, une autre partie du robot. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Tu Ben oui, c'est que il y en a, tu sais, il y a une manière ça m'avait déjà expliqué, et je pense que c'est la même chose, c'est que mettons, des fois tu peux, si t'as pas cette redondance là, des fois tu peux arriver à des points morts qui font très mal, là, des points morts que t'es comme quand t'es pogné dans ce point-là, tu peux pas t'en sortir, le robot il peut pas s'en sortir ou il peut juste jamais atteindre ce point-là dans le fond. Fait que là en ajoutant des joints, ben là t'ajoutes du mouvement, puis t'ajoutes la... Ouais, c'est que ça, c'est un bon exemple, les singularités dont tu as dû entendre beaucoup parler, les points morts, disons. Ouais, c'est ça, ok. Ben, justement, ça, c'est une des raisons, mais il y a d'autres raisons pour qu'on voudrait mettre une redondance. C'est, comme dans le cas de mon robot, c'est pour activer la pince. Donc, le mouvement que je t'ai montré, c'est avec le coude, ben, tu sais, il y a certaines prothèses ou orthèses, plus ça du bon terme, des personnes amputées de guerre, là, qui vont avoir certaines prothèses pour ouvrir et fermer la pince. Ils vont utiliser, mettons, ce mouvement de coude-là. La main va rester au même endroit, mais ils vont venir l'ouvrir, la fermer avec cette redondance-là. Bon, ça inspire quand même beaucoup de ça. C'est que le robot va pouvoir changer sa forme, sa shape, sans que le bout de la pince change dans l'espace. Mais on va pas ouvrir et fermer la pince. Donc, si tu regardes attentivement la vidéo, c'est un peu funky. Ben, c'est un peu ça l'ajout. Parce que là, je l'avais vu dans ta question, là, je vais de l'avant, mais cette architecture-là, à la base, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est Louis Thomas qui avait fait ça. Louis Thomas Schreiber qui avait fait ça avec Clément, qui était à partir de ce projet-là. Ça fait que si j'avais dessiné... Admettons, on retire la pince du robot de la vidéo. Si j'avais dessiné le robot, je suis en bonhomme allumette, disons, je suis avec des lignes. C'est ça a déjà été fait, ça a déjà été prototypé, ça a déjà été éprouvé. Moi, de là, je suis parti en me disant, le but de Clément, c'est de me dire, OK, on va le rendre en premier temps rétrocommandable, on veut le rendre collaboratif, donc sécuritaire et possibilité de le manier à la main. Puis aussi, pour le fun, on va y mettre une pince. C'est comme un 2 projets en un. Donc là, d'avoir une pince activée par la redondance, c'est déjà quelque chose de super intéressant, on va y revenir. Puis le fait que ce soit collaboratif aussi, c'est super intéressant. Mais après ça, on s'est dit, on ne va pas repartir de zéro, on ne veut pas partir from scratch. On va prendre une architecture qui a déjà fait ses preuves, qui appartient au lab, justement, parce qu'on a repris ça. L'architecture que Louis Thomas, on appelle ça Spara. Je suis plus certain. C'est comme Scara, mais. Ouais, c'est comme Fleetmotion. En tout cas, je suis plus trop sûr de l'acronyme. Là. Tu me pardonneras. OK. Fait que ça, c'est l'architecture. C'est quoi Spara? C'est l'architecture qui permet. C'est comme la redondance reliée à. Comme admettons, prends mon robot puis enlève-y la pince, mais là plus petit. Il y a une autre vidéo, là, tu pourrais mettre le lien, la vidéo de Louis Thomas aussi. Je vais essayer de la trouver. Tu vas reconnaître le robot. Il est juste plus petit, il y a une ventouse au lieu d'une pince. Comme je dis, moi, je suis reparti de cette architecture-là. Puis là aussi, vu qu'on voulait faire ça collaboratif, je savais qu'il allait falloir qu'on le déplace à la main. Puis là, je me disais, mettons que tu es dans un trade show, tu dis, c'est quoi ce robot tentaculaire-là, je vais l'essayer. Tu sais là, tu peux prendre l'outil puis faire ce que tu veux. Je me disais, ce serait le fun qu'on puisse faire plus qu'écrire notre nom puis que le robot écrive le nom. Ça aurait été cool, mais je voulais avoir quelque chose de plus industriel, un peu plus gros, un peu plus similaire. J'ai parlé du UR, le Universal Robot, qui est un peu le standard du marché. Tantôt, justement, j'ai un peu repris les mêmes spécifications que ce robot-là, puis j'ai essayé de pas faire le miroir, mais essayer de reprendre ça puis pouvoir faire un side-by-side, pouvoir comparer le robot qu'on venait de faire avec le standard de l'industrie. C'est que je sais pas pourquoi je divergeais là-dessus, mais... Moi tout, je suis comme, je sais plus. Je suivais le train, mais là, le train, on est rendu avec parce que je parlais justement du robot à Louis Thomas. Pourquoi j'étais parti du robot à Louis Thomas? Ça pour dire qu'il a fallu que je rende un robot plus gros, parce que je dis, le robot à Louis Thomas, je peux même pas écrire Mario Philippe, la pierre au complet, parce que l'espace de travail du robot est trop petit, l'espace atteignable, pardon. C'est que là, le but, c'était de le rendre plus gros, puis ça a eu son lot de défis aussi. C'est de rendre le robot plus gros. Ouais, de le mettre plus gros, là, c'est quoi? C'est que t'avais un gros moteur, j'ai des gros moteurs. C'est quoi? Ouais, c'est ça. Fait que là, pourquoi tu dis que c'est un défi de le rendre plus gros? Ça serait pas juste un scale-up d'abord? Un scale-up de... Ça serait facile si c'était juste un scale-up. Ouais. Là, je vais devoir vous inviter à lire mon mémoire, par contre. Mais tu sais, grosso modo, c'est pas simplement un scale-up. Ça aurait été le fun, par contre. Ouais. Mais non. Excellent. Donc, c'est le moment que vous allez lire. Prenez une pause du podcast, allez lire la mémoire et ensuite, on va revenir, OK? Rétro-entraînable, ensuite. On a parlé déjà de rétro-entraînable. On sait déjà c'est quoi? Oui. Bon. Là, il y en a un tough, là.
À faible impédance mécanique. Ça, c'est le prochain mot dans le titre. Puis lui, il est peut-être un peu touché. Puis j'ai déjà une question là-dessus. Pour des robots en série, puis c'est un bon moment pour la pogger. Des robots en série, on doit enseigner en prenant avantage des capteurs de force. Ouais. C'est ça que je comprends de ça. Bon, fait que là, t'as une main par-dessus une main par-dessus une main. T'as des capteurs sur faire un robot collaboratif. Pourquoi ceci n'est pas le cas des robots parallèles? C'est ça que je comprends, là. Je pense que... Pourquoi on n'a pas besoin de capteurs pour un robot parallèle? Autant de capteurs pour un robot parallèle. Puis je pense que c'est ça qui distinguait le robot de Xavier Garand des autres. Puis là, on est Des autres robots civils. Ouais, Xavier, c'est... On n'est pas obligé d'aller dans le détail de lui. Xavier, c'est assez innovatif. Lui, c'est vraiment... c'est à part. C'est super intéressant ce qu'il a fait, là, mais c'est... Encore là, c'est exploratoire, c'est innovatif, puis là, ça rentre carrément dans une autre sphère que les robots parallèles versus les robots séries. Tu sais, il essaie de chercher peut-être un entre-deux là-dedans. Moi, je suis pas tant dans l'entre-deux, je suis plus genre... Le but de ce projet, c'était full parallèle, c'est vraiment misé là-dessus. Puis là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de capteurs? Ben, dans le fond, si tu dis pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas, il pourrait en avoir, tu pourrais en mettre, mais tu n'en as pas de besoin. Pourquoi mettre si tu n'en as pas de besoin? Il y a plusieurs désavantages au capteur. Ben, premièrement, il y a une certaine masse, il peut être un peu plus lourd. Tu veux pas nécessairement racheter de la masse pour rien à l'outil du robot. Ça a besoin souvent d'un câble. C'est que là, un câble, ben là, il y a aussi, dans le titre, il y a rotation illimitée. Oui, ça, c'est cool. cool. C'est l'autre rotation limitée, c'est encore là, ça revient à ce que Louis Thomas Schreiber a fait. Ça, c'est pas un ajout que j'ai fait. On a travaillé fort pour le garder, par contre. Mais ça, c'est lui qui a, dans le fond, fait le robot, l'architecture pour qu'on ait une rotation limitée. Quand on dit rotation limitée, ben, ça veut dire qu'il peut tourner à l'infini. La tout pince, simplement. ça peut tourner à l'infini. Dans le fond, c'est un mouvement de Villebrequin. Comme je disais, il y a deux bras du centre qui viennent un peu faire la rotation du Villebrequin. C'est qui permet de l'outil tout simplement de tourner indéfiniment. Mais si tu viens mettre un câble électrique pour alimenter un capteur de force, ben tu peux plus venir tourner à l'infini. Pour la même raison qu'on a fait une pince activée par la redondance du robot, parce que comme ça, on maintient le fait qu'on est capable de tourner à l'infini, parce qu'il n'y a pas de câble. Mettons, on va plugger robotique. Notre fier fournisseur de préhenseurs à Saint-Nicolas, ben, eux, dans le fond, mettons, j'aurais pris une de leurs pinces. J'aurais pu prendre le robot de Louis Thomas, le mettre plus gros, faire x2. x2, le squelette. Puis après ça, juste venir plugger le câble. Mais après ça, tu peux plus tourner à l'infini parce qu'un câble, ben, ça s'entortille. À un moment donné, ça tortille, puis tu peux plus. C'est bref. Wow, ouais, c'est vrai. OK, c'est que pour la rotation limitée, c'est ça. Le maintenir, c'était un peu plus touché. OK. Mais attends, puis pourquoi... Puis là, j'en reviens un peu en arrière, là, avant d'aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'un robot parallèle n'a pas besoin d'autant... Pourquoi il n'a pas besoin d'autant de capteurs? Mon Dieu, retiens-moi, je m'évade beaucoup trop dans tes questions. Non, c'est très important. C'est que dans le fond, le robot en série, en temps normal, on appelle ce qu'il y a des engrenages harmoniques à l'intérieur. C'est grosso modo, on veut pas des trop gros moteurs sur un robot en série, du fait que chaque moteur va soutenir le poids de l'autre. Celui, mettons, si on avait un moteur à l'épaule, ça va? J'étais quel temps, excuse. Mais bon. Si on avait un moteur... Ça enregistrait tout le temps. Ça, mettons, le moteur à l'épaule, ben, il va soutenir le poids du moteur au coude, celui du moteur au coude soutient. Bref, les moteurs sont très gros sur un moteur en série parce qu'ils soutiennent leur propre poids. Puis là, tu veux un moteur plus petit. Moteur plus petit, pour avoir le même coude, tu vas avoir le même couple, tu vas vouloir avoir un engrenage, un système de réduction. Ouais. Ce système de réduction-là, il n'est pas rétro-entraînable mécaniquement. Il y a trop de friction. Il est auto-bloquant, disons. Il est auto-bloquant. Tu peux pas tourner. Tu peux tourner l'engrenage pour faire tourner la vis sans fin, mettons, mais tu peux pas tourner la vis sans fin pour faire tourner l'engrenage. Exactement. On va dire que mettons, tu débranches un robot en série, ça dépend des modèles, mais souvent, ils vont pas tout le temps tomber dans le vide. Ils vont être auto-bloquants. Ouais. Tu sais que là, le robot, mécaniquement, tu peux pas le prendre et le déplacer. C'est que là, tu as besoin d'un capteur de force que là, tu vas venir, dans le fond, pousser à l'outil. Puis là, le capteur de force, il met les pouces de temps Newton par là. C'est que là, moi, on fait le calcul, OK, je me déplace par là. Okay. Le robot parallèle, dans le fond, tu vas avoir évidemment des gros moteurs qui vont te permettre d'aller plus loin, être plus fort, plus rapide, mais ces gros moteurs-là, ils se déplacent pas. Ils restent fixes à la base. C'est que là, tu peux te permettre d'avoir encore des plus gros moteurs parce que tout ce que tu viens de déplacer, c'est des baguettes, des tiges, c'est des bras. Tu vas pas te déplacer un autre gros moteur. Je sais pas ce qu'on pense que je veux dire. Parce que plus t'es en série, plus ça va être gros, plus t'as des gros moteurs, mais plus t'as des gros moteurs, t'as besoin d'un autre plus gros moteur pour soutenir l'ancien, etc. C'est que là, on se ramasse que là, tu peux juste prendre des gros moteurs, puis tu t'en fous un peu si la masse est élevée. Là, vu que la masse est élevée, t'es capable d'avoir aucun réducteur. Donc, on appelle ça des moteurs direct drive, c'est que t'as carrément aucun réducteur, t'as aucun gearbox. Tu viens visser tes bras de robot sur ton rotor directement. C'est que ça, c'est mécaniquement rétro-entraînable. C'est que ça se limite pas mal à ça. Vu que tu es capable de bouger le robot sans combattre la friction d'un gearbox, d'une boîte d'engrenage, ben ça se déplace tout simplement. Le robot, dans la vidéo, tu le déplugues, là, tu peux le déplacer à main
aussi facilement. C'est qu'après ça, c'est juste d'enregistrer les positions. Mais tu sais, mais là, il y a une question qui m'a popé dans la tête, puis je pense que j'ai jamais posé la question à d'autres des étudiants de maîtrise qui avaient des projets de robotique, Xavier ou David Arton. Un robot en série autobloquant, imagine il soulève une charge et que le courant coupe et que la charge va donc rester dans les airs parce que à cause des gearbox, c'est autobloquant. Tandis qu'un robot à parallèle, c'est peut-être une faiblesse. Ça veut dire c'est peut-être si le courant coupe, il n'y a pas cette fonctionnalité d'autobloquant-là, donc la charge va tomber, donc c'est un petit peu moins sécuritaire. C'est pas dans le cas de mon robot, il l'a pas, mais dans ce moment-là, il va y avoir des freins. C'est un frein électromagnétique, souvent, c'est que quand tu appliques le courant, le frein se désengage. Puis là, quand il y a une perte de courant, le frein rembarque. Ça va ressembler à ça. T'as pensé à tout? Non, c'est pas moi qui ai pensé à ça. OK, mais ouais, bon, parfait. Fait là, on a quasiment fini. Là. Il reste un point dans le titre. On a parlé de rotation limitée à l'effecteur. Ouais. Puis là, j'en fais un recap. Là. Collaboratif, parallèle, SCARA, redondant, rétro-entraînable, à faible impédance mécanique, rotation illimitée à l'effecteur. Puis là, le dernier, préhenseur actionné par la base. Moi, je sais c'est quoi, j'ai vu vidéo, comme peut-être les auditeurs, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. C'est quoi ça? Actionné par la base, ben là, on disait que la pince est activée par la redondance, mais quand on dit la base, dans le fond, on parle des moteurs qui sont fixes à la base, tout simplement. Il n'y a pas un sixième moteur à l'intérieur de la pince qui vient l'ouvrir et la fermer. Les moteurs, au final, par l'intelligence mécanique qui viennent ouvrir et fermer la pince, ces moteurs-là sont à la base, tout simplement. C'est juste ça, OK. Excellent. Ben là, tu vois, ça résume quand même bien. On a quand même fait le tour. Là. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on est dans le podcast. Et on est dans l'intro quasiment. Juste dans le titre. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Puis on a skippé faible impédance mécanique. À faible impédance mécanique, on n'a pas parlé. C'est quoi? C'est bon. Ben, la faible impédance mécanique, pour résumer ça en peu de mots, c'est le rapport entre une force appliquée sur un corps en fonction. C'est le rapport de la force appliquée sur un corps et sa vitesse résultante. Donc, faible impédance mécanique, ça veut dire que pour peu de force appliquée, tu as une grande vitesse résultante. Au final, c'est que pour l'utilisateur, tu as un sentiment de légèreté. Tu n'as pas l'impression de combattre l'inertie du robot ou sa masse. Ça semble être léger. Tu as l'impression de déplacer une plume. Ça va se résumer à ça. C'est plus complexe, il y a un peu l'effet oscillatoire, c'est la bande passante, à quel point tu peux faire des va-et-vient rapidement, là, mais sans aller trop dans les détails, résumons ça. Le but, c'est que le robot, il y a mais dans la vidéo, on le voit, je le déplace à un doigt, ben justement, pour peu de force appliquée, tu as une bonne vitesse résultante. Un peu comme s'il était léger, finalement. Il n'est pas léger réellement, mais comme s'il était léger, facile à déplacer. Ben, il est quand même léger réellement, parce qu'au final, le robot, il t'aide pas à le déplacer. Le robot, il se laisse se déplacer. Mais le moteur, on le voit dans la table, il a l'air lourd, le moteur. Là. Ouais, mais le stator, mais le rotor, il a son inertie, mais avec le bras de levier que tu as, au final, déplacer le rotor. Mais tu as quand même un bon point, le robot est tellement léger qu'au final, ce que tu ressens le plus, c'est les rotors des moteurs qu'on est retourné. OK. Mais encore là, ça reste très minime vu le bras de levier que tu as. C'est vrai que c'est malade. On le voit que tu bouges avec ton petit doigt, puis t'as pas l'impression de ça au début. Là. Puis là, quand tu vas avec le petit doigt, t'es comme... il y a vraiment juste un fort petit doigt, mais non. non, mais c'est ça. Puis, tu sais, j'ai pris mon petit doigt, mais j'aurais dû prendre quasiment... Je veux pas dire une plume, mais j'aurais pu prendre un bâton de popsicle. J'aurais pu prendre un petit bâton de popsicle, puis juste taper, le déplacer. C'est qu'il y a vraiment... Tu sais, comme je dis, c'est ce qui est le fun. Ce que je prêche pour ma paroisse parce que j'ai travaillé 2 ans là-dedans, là, mais c'est ce qui est le fun de la robotique parallèle, c'est justement que tu peux te permettre d'avoir des gros moteurs, direct drive, puis là, tu te déplaces ça à peu de force. C'est quand même le fun. Le feeling est assez... Il est un peu weird, quasiment. Là. Tu t'attends à déplacer quoi de gros, puis finalement, c'est super léger. Je serais curieux de l'essayer un jour. Est-ce qu'il existe encore? Il existe encore. Il est dans le sous-sol, je pense qu'il... Dans une boîte. Oui, il est en train de prendre la poussière seulement. Je sais pas s'il va y avoir des projets qui vont se développer dessus. Mais pour l'instant, non, je pense pas qu'il est utilisé. Fait que ça s'en va vraiment à une maîtrise. Je dis souvent ça en joke, tu sais, pour les gens, pour essayer d'expliquer un peu le podcast, c'est quoi. Je dis du temps, ça s'en va dans une tablette. Les projets de maîtrise, on n'en parle pas. Fait que là, le podcast, on essaie d'en parler, tu sais. Mais là, littéralement, ça s'en va dans une boîte, dans une tablette, dans un sous-sol d'université. Ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui le touche pas. C'est ça. Ça se peut que quelqu'un le retouche un jour. J'aimerais ça qu'il poursuive ce projet-là. Sûrement, il va falloir qu'il change, évidemment. Tu peux pas juste faire de la recherche puis faire... tu veux pas juste faire des preuves d'application avec le robot. Le robot, une fois que tu regardes la vidéo, après ça, c'est un peu... tu vois ses limitations puis ses capacités. Après ça, toi un peu t'imaginer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais après ça, si on veut travailler dessus, il va falloir changer des morceaux, le modifier. Trouver un autre projet carrément. Un peu comme moi, j'ai fait avec Louis Thomas. Un peu comme j'ai fait avec Louis Thomas, j'ai pris son projet. Le but, c'était pas tant d'améliorer son projet, parce que son projet est très bien en soi, il est parfait, on va dire. C'était vraiment plus de dire, OK, ben,
on veut un robot collaboratif, on veut une pince actionnée par la base. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler là-dessus sans perdre trop de temps sur notre affaire? C'est qu'on a juste pris un produit qui existait déjà puis on a buildé par-dessus, on a construit par-dessus. C'est que si quelqu'un voudrait prendre mon robot, le but serait pas tant de pousser les performances de mon robot, c'est vraiment juste de dire, OK, on veut avoir un autre projet, mais ce robot-là, il fonctionne bien, il a déjà une bonne base, fait telle affaire, on veut juste faire une nouvelle preuve de concept, mettre de là sans perdre trop de temps en prenant quelque chose qui est déjà fonctionnel. Mais c'est ce qu'il faudrait qu'il arrive pour pas qu'il prenne la poussière. Ouais, mais ça, c'est. Ben oui, c'est ça. C'est un upgrade un peu comme toi t'avais. Puis c'était justement une question que j'avais. Puis là, en fait, on a comme répondu à la question. Mais tu sais, toute l'architecture, comme une marionnette, là, finalement. Là, ça me fait vraiment penser à une marionnette. C'est Louis Thomas qui l'a comme développé à la base. C'est ça. Absolument. Qui a fait la suite de ça, finalement. Absolument. Ok, bon, c'est ça. Fait que, tu vois, on a déjà répondu à cette question-là pas mal. Puis là, OK, comme toute bonne marionnette, là c'est dans la section problématique, j'ai mis cette question-là, mais tu sais, je pense pas. Comme toute bonne marionnette, il y a des risques de croiser les fils. C'est-tu quelque chose qui peut arriver dans ceci? Est-ce qu'on évite ceci intentionnellement ou juste par design, Thomas s'était assuré que ça se faisait pas ou est-ce que ça devait-tu être pris en compte dans la conception? Croiser les fils, ben, je te dirais la réponse simple, c'est non. Non, il ne pourra pas croiser les fils. C'est sûr que là, je ne veux pas revenir dans les singularités. Les singularités, est-ce que les points morts ou est-ce que le robot n'est pas capable de se rendre? Des fois, ça va peut-être se traduire par des fils qui se croisent. Mais ces fils qui vont se croiser, c'est parce que, mettons un bout d'extension, puis carrément, c'est comme si je joins mes mains, puis j'extensionne mes bras, mais à un moment donné, mes coudes vont se toucher. Ben, moi, je suis pas capable, mais on va dire. C'est pas nécessairement qu'il va y avoir une inférence à l'intérieur du mécanisme. C'est vraiment plus. Ça se peut que les membres se touchent, mais nous, dans le contrôle du robot, on va carrément venir limiter ces mouvements-là pour pas atteindre ces zones-là. Okay. Parfait. Puis là, justement, ça me fait penser à une autre question que j'avais. Puis là, il faut vraiment que je mette la figure 1.9 à l'écran, qui est une figure. Là, puis là, je vais me prendre une note. Là. Une figure que tu avais dans ton mémoire de maîtrise. C'est la figure qu'on montre toutes les zones atteignables par le robot. Je trouve ça vraiment génial comme figure. Ça parle beaucoup. Je pense qu'il y a 2 axes de devant puis de haut. Je me demandais comment tu avais fait cette image-là. Parce que je veux dire, clairement, tu t'es pas amusé. Tu sais, il y a des logiciels de modèles 3D qui te permettent de cliquer un truc qui est sous contrainte, puis là tu le promènes partout. Je me dis, c'est sûr qu'il n'a pas fait ça. Mais non, mais j'ai pas de mérite là-dessus. J'ai pris la même stratégie que Louis Thomas avait faite pour son robot. Dans le fond, c'est que, sans trop parler de singularité, mais disons qu'une singularité, c'est un point mort. C'est quelque part, le robot ne peut pas se rendre, ne peut pas aller. Moi, ce que je fais, c'est que je prends, on va dire mathématiquement, on simule le robot, puis là, on part du centre, puis là, on tourne en rond, puis on grandit. Puis là, jusqu'à ce qu'on frappe une singularité. OK, ben là, à ce moment-là, ce rayon-là du cercle, je peux pas aller plus loin. OK, j'enregistre ce point-là, je change d'angle, là, tu vas chercher un peu. Tu continues à agrandir ton cercle jusqu'à ce que tu frappes tous ces points-là. Puis là, tu fais, ben, dans le fond, pas un cercle, mais une genre de forme un peu bizarre, mais dans le plan, qui vient dire à cette hauteur-là, en Z, je suis capable d'atteindre ça. Puis là, tu fais le même processus, mais pour chaque itération en Z. Donc, pour chaque pas en hauteur, tu vas vouloir augmenter d'un pas de hauteur. Puis là, encore là, retourner en cercle. Agrandir jusqu'à ce que tu frappes des singularités, puis là, tu viens un peu faire ces murs virtuels. Là. Puis tu slices ça, ça fait des étages, puis là, ça fait la figure bleue. C'est clair? Ben, c'est clair, mais dans le fond, ça veut dire que c'est un modèle, c'est une genre de boucle une boucle quelconque d'un programme. C'est pas toi manuellement. Ah non, c'est carrément, c'est des boucles for imbriquées, comme tu as dit, tu fais juste tourner en rond, puis là, chaque fois que tu frappes une singularité, ben, tu enregistres ce point-là, c'est la limite. Puis là, tu fais ça sur toute ta hauteur, puis ça le fait. Puis là, il n'est pas dans le mémoire, mais là, avec Clément, on a travaillé sur une autre figure, justement, mais là, c'est la même, mais calculée de façon symbolique. Donc là, ce qui est dans le mémoire, c'est numérique, c'est carrément des calculs, carrément, on vient dire chaque point, on fait des book for, puis on vient le calculer. Là, dans le fond, notre article a été refusé parce qu'il était trop pratique, pas assez orienté sur la théorie. C'est qu'on a rajouté la même figure, je l'enverrai, la même figure, mais là, il est plus lisse. Là, il n'est pas pratique. Là. C'est bon. Excuse. Dans le fond, c'est la même figure numérique, c'est que là, c'est un peu plus... c'est plus un espace estimé, mais la figure va être lisse parce que c'est juste une fonction, c'est carrément une fonction mathématique qui résume un peu le mécanisme. Puis là, dans le fond, on va venir tracer cette sphère-là. Je te l'enverrai, tu vas comprendre. Elle n'est pas dans le mémoire. Elle n'est pas encore dans le mémoire. Ok, je suis comme intrigué, je me prends en note. Il y a juste dans le Director's Cut qu'on va pouvoir voir cette figure-là. C'est ça. En fait, c'est cet épisode d'Action Innovation-là, de Director's Cut. Absolument. Ça a l'air assez... moi, je trouve que tout le principe de la book for, avec en tout cas, moi, je trouve que ça a l'air compliqué là, comme truc, là, tracer
tout ce segment-là bleu. Là, là tu sais faire ça, Émile, t'en as fait de la même bac? Ouais, ben oui, mais on dirait, je sais pas, on dirait que j'ai jamais été bon là-dedans. Mais ok, je serais sûrement capable, je sais pas. Mais là, c'était quoi le plus gros défi de robot? Conception que toi, tu as eu à développer en lien avec les robots? La pince, je te dirais. Ouais, la pince. C'est... ça a vraiment pas l'air sorcier. Moi, je la regarde, puis je suis comme... Mais dans le fond, je me suis inspiré d'une pince à poubelle. Je sais pas si ça a du sens, là, mais... Ouais, les pinces... Tu tires sur une tige, là, puis t'as juste deux morceaux, deux doigts qui viennent se fermer. Ouais. C'est vrai que ça ressemble à ça. C'est que là, je me suis inspiré de ça. C'est que là, je savais que je voulais que les doigts avec... Il fallait qu'avec un mouvement de translation, je sois capable de faire ouvrir-fermer les doigts. Puis après ça, c'est OK. Ben là, de ce mouvement de translation-là, je reporte ça au membre, on appelle ça le membre redondant, mais c'est le membre que je faisais un peu l'analogie du coude, du bras que tu peux déplacer sans déplacer ta main, mais c'est ce membre-là du robot qui peut bouger sans que le bout de l'outil bouge. Là, on fait déplacer, puis ça, il fallait que ça engendre un... Mon Dieu, pardon. Il fallait que ça engendre un mouvement de translation. C'est que là, après ça, ben là, de là, j'ai brainstormé un peu, puis j'arrive avec ça. C'est qu'au final, ben là, cette partie-là du design a bien été. C'est un peu de brainstorm, un peu de schématisation, puis là, on fait des petites preuves de concept. Ça a bien été. Mais là, après ça, là, la partie beaucoup plus challengeante, c'est de dire, OK, mettons, les moteurs, t'as vu, c'est des gros moteurs. Si, au lieu d'avoir une pince au bout du robot, tout ce que j'ai, c'est un crochet. J'enlève la pince, et tout ce que j'ai un crochet. Puis ce robot-là, il est capable de soulever, on va dire, 3 kilos. Mais là, après ça, tu dis, OK, j'ai une pince, mais là, il faut que la pince soit capable de soulever 3 kilos. Si mon bras est capable de soulever 3 kilos, mais que ma main n'est pas capable de saisir 3 kilos, c'est pas très utile. Parce que là, après ça, on se dit, OK, ben là, il faut une pince qui va être capable de saisir puis de forcer assez fort pour soulever 3 kilos. Là, faut pas aller tourner dans les détails, mais tu as la friction, tu as la force. Là, au final, même si c'est une pince qui serait assez faible, tu aurais juste à mettre plus de friction pour être capable de soulever un objet. Puis là, justement, dans la vidéo, ça arrange avec les gars des vues. Vous verrez qu'il y a une vis carrément dans les doigts. C'est que là, on ne vient pas utiliser la force de préhension. Quand il vient soulever le dumbbell, là, le poids, carrément, on vient. C'est juste une corde. Encore là, c'est comme si on avait mis une corde. Donc, au final, c'est un peu pour montrer que la force de pression est importante, mais pas à ce point-là, parce qu'au final, si tu mets des crochets au bout de tes doigts, tu peux sauver un peu n'importe quoi. C'est que là, tu montres plus la capacité du bras et non de la main. Mais ça reste que là, ce que je voulais en dire, ça reste que de dire, il faut quand même que mes moteurs soient assez forts pour activer ma pince. Ben oui, les moteurs sont capables de soulever 3 kilos, vont être capables de fermer une pince, mais vraiment pas. C'est vraiment d'optimiser la géométrie de la pince, puis du petit mécanisme, j'appelle ça de levier en haut, dans le fond, qui vient activer la pince. C'était quand même vraiment plus complexe que j'avais pensé. Fait que c'est quoi? C'est un autre moteur qui tire sur un câble qui fait tirer Non, la pince, vraiment pas. C'est, ben, comme je dis, il y a une tige qui monte en bas, qui vient fermer la pince, puis cette tige-là, elle vient se déplacer. Ben, tu relais mon mémoire. En tout cas, il y a un mécanisme de rotation pivot qui vient activer une translation d'une tige. La tige vient ouvrir et fermer la pince comme une pince comme je dis, pour prendre les poubelles. Qui est séparé du mécanisme de montée-descendre. Tu sais, t'as un bras qui monte-descend. Oui, c'est ça, c'est séparé. C'est séparé, mais pas tant. Tout est dans tout, là, dans ce robot-là. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Ça serait ça le titre. Tout est dans tout. Mais bref, tout ça pour dire que, OK, je veux une force de préhension qui... Je veux pouvoir soulever plus qu'une bille là, ou qu'une plume. C'est que, bref, c'est de dire, le robot, les moteurs vont venir forcer pour soulever un objet, mais il faut aussi qu'ils forcent en plus de ça, en supplément, pour fermer la pince. C'est que l'addition de ces coupes-là, fallait pas que je bosse, fallait pas que j'éclate, dans le fond, la limite des moteurs, puis de dire que fallait qu'il y ait un bon partage entre la force de préhension que j'étais capable d'avoir en bout de doigt, ainsi que la force le payload qu'on est capable de soulever avec le robot. Je ne veux pas aller tourner dans les détails, mais l'optimisation était vraiment plus complexe que j'aurais pensé. Je suis rentré, ça a pris quasiment un mois à faire. Je m'attendais pas à ce que ça soit complexe comme ça. T'as dit la limite de coupe de moteur. Il y avait une limite, dans le fond? Oui, absolument. Je pense que c'était des 10 Nm. Ouais, c'est ça, c'était des 10 Nm. OK, en faisant de maîtrise, Clément, il est comme... Non, en fait, ces moteurs-là, je les ai achetés usagés sur eBay. C'est ça. J'ai un peu... j'avais une idée en tête à l'origine, c'est que je savais à peu près dans quel ordre de grandeur que je cherchais, mais là, je les ai trouvés sur eBay, puis c'est venu avec. Après ça, là, c'est devenu une contrainte de design de savoir que j'avais ces moteurs-là. Puis le but, c'est de les exploiter au maximum. C'est de dire, je veux un robot qui est capable, comme je dis, j'ai des bonnes accélérations, j'ai une bonne force de préhension. C'est que tu revois la géométrie du robot pour refitter ces robots-là. C'est que j'étais un peu...
j'avais un peu des dimensions paramétrables tant que j'avais pas encore acheté mes moteurs. C'est intéressant comment j'essaie de dire, le cahier des charges se développe donc au fur et à mesure. Tu as acheté les moteurs sur eBay, c'est devenu un requis dans le projet. C'est vraiment intéressant cet aspect-là, je trouve. C'est vraiment flexible, on dirait, dans le temps. Ça ajoute comme une certaine agilité. Ça dépend des projets. Moi, j'ai vraiment eu le luxe et la chance, je veux dire, d'avoir cette flexibilité-là, de pouvoir un peu, je veux pas dire faire ce que je veux, mais tu sais, faire le scientifique fou, j'ai pu le faire. C'était le temps de le faire, là. Parce que Clément m'a vraiment, tu sais, au début, je rappelle les objectifs, c'était on veut un robot collaboratif, puis une pince actionnée par la redondance. Puis c'était ça, c'était les lignes directrices, puis après ça, je sais pas avoir trop divergé, peut-être qu'il m'aurait ramené sur le droit chemin, mais ça reste qu'il m'a vraiment, tout en bien il m'a vraiment bien encadré, mais m'a vraiment laissé la liberté d'un peu aller puis d'explorer ce que je voulais. C'est qu'au final, il y a un gros sentiment d'appartenance qui vient avec la réalisation de ce projet-là, parce que je vois beaucoup de moi. Il y a Clément qui m'a chapeauté tout le long, mais il m'a juste appuyé dans mes décisions. Puis quand j'avais une idée, c'est comme, ben oui, essaye-la, on va bien voir ce que ça donne. Il m'a jamais dit. Je sais que Clément aurait pu tout faire ce que j'ai fait en quelques mois. Absolument. Mais il y a l'aspect formateur de ça qui est super intéressant, qui te faire dire quoi faire. C'est sûr que ça change beaucoup de se péter le nez soi-même, puis d'apprendre de ses erreurs, puis de dire, OK, ben finalement, cette idée-là, peut-être qu'elle était meilleure, puis sortir des fois d'un lapin de son chapeau, puis de dire, il y a juste une façon de savoir si elle est bonne, c'est d'essayer. C'est que c'est vraiment ça qui était le fun de la maîtrise. Puis ce robot-là, il a eu des mauvais jours et des bons jours, puis là, finalement, il est heureux. On parle beaucoup de moteurs. Est-ce que puis là, on en parle souvent de moteurs électriques dans le podcast, évidemment, pour les projets de robotique puis d'autres projets aussi. Est-ce que des fois, la gestion de la chaleur de ces moteurs-là rentre en ligne de compte? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être géré ou c'est juste pas tant haut que ça? Fait que non. Pas dans mon cas. Des fois, oui. C'est certain que pas l'overheating, pardon, mais qu'un moteur, dans le fond, a trop de chaleur, c'est sûr que un moteur électrique, tu veux pas brûler tes bobines. Ouais. Mais grosso modo, moi, dans mon cas, ça s'est pas appliqué. Je te dirais, c'est quand il y a un couple maintenu trop longtemps, donc tout simplement tu injectes trop de courant longtemps dans tes moteurs, bien, ça pourrait dommager le moteur. Moi, c'était pas mon cas vu que il y avait souvent peu de charge par rapport à ce que les moteurs étaient capables de faire de 1. Puis de 2, je dirais, mettons, on prend l'axe du haut du robot, donc le bras du haut, lui, il aurait peut-être eu des chances d'avoir trop de chaleur. Si jamais, dans le fond, c'est un peu comme une grue, une pendule. Je dis une grue, mais dans le fond, c'est plus une pendule, un contrepoids. Pas pour dire un trébuchet, mais quasiment. C'est que si le moteur était amené à trop forcer, on aurait juste pu compenser avec un contrepoids. C'est que là, ça aurait un peu ramené l'équilibre de ce bras-là. Avoir eu des problèmes de surchauffe avec ce moteur-là, on aurait pu prendre action, mais moi, dans mon cas, on soulève trop des petites charges. C'est que non. OK. Puis, justement, là, tu sais, pour être honnête avec toi, on commence à s'enligner sur la fin. Je dis pour être honnête avec toi, mais ça doit commencer à être évident. Faut être honnête avec nos auditeurs aussi. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça, faut être honnête avec les auditeurs aussi. J'étais comme, de quoi tu parles? Mais ouais, non, c'est pas... T'as oublié qu'on avait des auditeurs? Ouais, les auditeurs. Qui ça? OK. Là, c'est quoi? T'en as parlé un petit peu, OK, là, il y avait lui, Thomas, il y avait toi, puis là, on a dit, ben là, OK, c'est quelqu'un une autre idée. Xavier, mais je veux dire, mettons, dans l'évolution de la marionnette. Je vais l'appeler la marionnette ou le projet où tout est dans tout. Ouais. Est-ce que il y a une suite à ça envisageable? Est-ce qu'il y a une suite que toi, t'aurais aimé continuer, ou est-ce que t'as entendu parler qu'il y aurait quelqu'un qui ferait de quoi d'autre dessus? Mais de la manière que t'en parlais, si c'est dans une boîte, dans le fond d'un sous-sol, ben probablement pas, là. Il y a plusieurs choses qu'on aurait voulu faire avec... moi, d'un côté, il y a certains projets que j'ai dû laisser de côté parce qu'à un moment donné, je veux pas dire couper les coins ronds, mais on cherche... Au final, on cherche à avoir un diplôme, une maîtrise. Je veux pas rester là pendant 5 ans, donc il faut savoir se mettre des limites, puis les suivre, puis dire, OK, là c'est assez. J'ai réalisé ce que je voulais. Le but, c'était ça, puis on est rendu. Ouais. Si tu lis mon mémoire et mon article, tu verras que la pince, dans le fond, la ligne directrice que je m'étais donnée pour cette pince-là, c'est que je voulais avoir une ventouse inclue. Je voulais qu'il y ait une ventouse en paume, puis que lorsque les doigts s'ouvrent, que la ventouse puisse assez ressortir pour pouvoir faire la préhension par succion. Puis lorsqu'elle se referme, tu puisses dans le fond avoir les doigts. Grosso modo, c'est que tu puisses utiliser un ou l'autre. Avoir un 2 en 1, ça aussi, c'était quelque chose d'assez intéressant, surtout sur ce robot-là. Là, la ventouse, il a fallu que j'ai dû lui faire prendre le bord. J'avais pas le temps d'intégrer ça. Par contre, ça reste que la cinématique de la pince, donc la façon qu'elle se bouge puis elle se déploie, si on viendrait y visser une ventouse, ça
pourrait fonctionner assez rapidement. Ça serait assez facile de le Ça faire. serait assez facile d'être intégré. Il y aurait d'autres défis, là, je les aborderai pas, mais grosso modo, remettre la ventouse dans la paume du robot, ça, j'aurais voulu voir ça en action. Avoir la combinaison de... Il y a des pinces sur le marché qui se vendent avec une ventouse puis des doigts. J'ai mon ami Julien Courchaine qui a carrément fait une maîtrise là-dessus avec Philippe Cardou. Il a fait 2 protos super cool. Puis je regardais ça, puis c'est de là qu'il m'est venu l'idée. Je disais, j'aimerais ça l'intégrer vite fait dans mon projet parce que je me suis dit, je pense que le mécanisme, comme je dis, le fait que les doigts se déploient assez pour laisser de la place à la ventouse, c'est ce qui permet de pouvoir utiliser un ou l'autre. Moi, ça s'intégrait bien dans mon robot. J'ai juste pas eu le temps de faire le chemin pneumatique puis m'assurer qu'il n'y avait pas de fils qui s'entrecroisent. Là. Je voulais pas aller dans les détails, mais ça aurait été... Quand tu faisais la marionnette, tu n'avais pas que ça s'entremêle. Mais acheminer un tube pneumatique, ça aurait été le défi, ça. Okay. Ça, c'est un des projets. Sinon, avoir encore une meilleure portée. Enfin, un robot qui fait un 360. Là, le nuage de... L'espace atteignable en bleu que tu m'as mentionné, là, est limité, dans le fond, au fait que le robot, les moteurs sont fixes. Les moteurs sont fixes. C'est que le robot ne pointe que vers une direction, mais il y aurait une possibilité de rajouter un autre moteur pour que le robot puisse faire des 360 sur lui-même. Ouais, OK. Rajouter un autre dans le même degré de liberté, mais un deuxième, dans le fond. Ouais, exactement. Wow. C'est que ça. Bref, agrandir l'espace de travail, tout simplement. Il y aurait eu plein d'autres possibilités. Là, Scale-up. Il y aurait eu plein d'autres possibilités, mais d'agrandir l'espace de travail encore plus pour faire un... Parce que souvent, les gens ils vont dire, mettons un robot en série, le moteur de centre va tout le temps faire un 360, ce qui n'est pas le cas avec nous. On a quand même un très bon espace de travail qui est similaire, mais lui, il n'est juste pas circulaire. Il est plus... carré. Exact. Genre une flèche de... Ouais, c'est vrai, une tête de flèche, je sais pas. Ouais, avec l'image, la figure 1.9. Référez-vous à la figure 1.9. C'est que, c'est un peu ça, à pouvoir poursuivre le projet, c'est là-dessus que je voudrais affronter. Puis là, j'ai trouvé ça dans les commentaires, c'est vraiment bizarre, mais c'est genre dans les commentaires du vidéo. J'ai des commentaires? Ben oui, t'as pas vu? Non, mais c'est pour ça que j'ai entendu parler de cette entreprise-là. C'est en regardant les commentaires du vidéo de 4 minutes qu'on n'en a pas parlé depuis le début. Il y a une entreprise qui s'appelle Vention. Vention. Vention, ok. On peut dire Vention. Ok, Vention. Je vais dire Vention parce que ça semble vraiment mieux. Puis là, j'étais juste curieux parce qu'eux, dans le fond, ils commentaient on est content d'avoir travaillé avec toi, de quoi comme ça. Puis là, j'ai regardé un peu, ça a l'air d'être des assistances à l'automatisation, puis des genres de setup de test. Je sais pas c'est quoi exactement, puis là, j'étais curieux. Qu'est-ce qu'ils font? En parler. Ouais, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi en gros? C'est quoi que toi. Moi, dans le fond, ce que j'ai pris de Vention, c'est le bâti, c'est vraiment la structure, la base. Dans le fond, mon robot, il est monté sur une plaque. Cette plaque-là, tu peux la mettre sur un mur, sur un plafond, sur un plancher. Moi, j'ai décidé de la mettre sur une structure Vention. Donc, leur structure était assez facile dans le fond, à assembler, à s'intégrer avec le robot. C'est un genre de table, là. C'est un genre de... Ouais, j'appelle ça un pod, là, mais dans le fond, c'est une genre de table avec le beam derrière sur lequel je peux mettre mon robot. C'est que là, j'avais non seulement... Encore, tu vas voir mon mémoire, il y a une belle figure à la fin. Ouais, je pense que au final, c'est que ça me permettait d'avoir le poids et la stabilité pour que le robot, pour pas que tu te shakes. Ouais, OK. Puis d'avoir quand même une table de travail pour travailler avec le robot. Puis après ça, les contrôleurs du robot venaient carrément au centre, à l'intérieur, s'intégrer. Donc ça faisait un beau... encore là, ça m'a aidé à avoir un produit final un peu plus clean. Excellent. Mais eux sont très orientés, dans le fond, dans le sur-mesure. Là. Tu peux tout designer ce que tu veux en ligne avec plein d'extrudés puis des morceaux d'assemblage. Puis ça rendu un peu dans la robotique en plus de ça. Puis après ça, tu commandes ça arrive tout découpé, puis ça semble un peu comme de l'IKEA. Là. Wow! Ah ouais? Moi, j'ai pas eu à l'assembler, là, j'ai acheté ça usagé chez Robotique. Ah! Bon, tout ça pour dire que... OK, fait que tu l'as acheté usagé, puis ils ont quand même commenté, c'est intéressant, ils ont quand même su que c'était de eux, la table. Ouais, c'est la anodisée mauve, là, c'est leur trademark. Là, OK, fait que c'est pour ça qu'ils l'ont reconnu. Ouais, c'est bien drôle, ça. OK, wow. Excellent. Puis là, écoute, j'ai une petite dernière question. On n'est pas obligé d'aller trop dans le détail non plus de ça. Là. Tu m'as déjà donné beaucoup de ton temps, mais petite dernière question pour terminer. Puis si jamais tu as d'autres trucs que tu aimerais mentionner avant de finir, c'est libre à toi. Tu étais dans l'Alarion Supermillage. On a fait un épisode du podcast avec les membres actuels de l'Alarion Supermillage. Ouais, avec Sam aussi. Sam était dans cet épisode-là. C'est l'épisode, je vais le dire pour eux que ça intéresse, l'épisode 18. C'est un épisode à 4. Fait que c'était la première fois qu'on faisait ça.
C'était très différent de one-on-one. Puis, as-tu des apprentissages de l'avion supermillage de ton implication dans ce projet-là qui t'ont servi pour ton projet de maîtrise ou qui te servent dans ta carrière? Parce que, tu sais, le supermillage, c'est quand même un gros projet. Moi puis Sam, on n'arrête pas de dire qu'on était dedans, mais on n'était pas tant dedans que ça. Là. On était une participation très limitée. Mais toi, tu avais une participation très active. Tu avais une participation très active. Un peu trop active. Tu as été directeur technique, j'ai envie de dire, ça se peut-tu? Non. C'était quoi? C'est quoi les rôles que tu occupais? Ça peut être une grosse liste. Je voudrais pas dire directeur général, mais on était un peu dans un creux du projet parce qu'il n'y avait plus de directeur technique et administratif. Il n'y avait plus vraiment de supermillage. Il y avait un gros creux, là, je sais pas si tu te rappelles. En reprenant le projet, ben là, c'était... Je t'aidais pas à avoir les 2 chapeaux, mais il fallait que je prenne les 2 pour rapidement recruter puis ensuite redispatcher ces 2 chapeaux-là. Mais dans ma dernière année, c'était vraiment ça. Je veux pas dire le Phoenix là, ou l'Alérion, mais c'est de faire renaître ça de ses cendres. Ça a été un gros défi. Mais ce que j'ai appris de ça, ben là, il va falloir que je coupe ce cours parce que le supermillage fait ce que, selon moi, le futur ingénieur que je vais être, là, ça m'a tout appris, autant côté technique, gestion, entretien avec les membres d'une équipe. Là. Pour en revenir par contre au projet de maîtrise, je pense qu'une des affaires qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est la patience de troubleshooter des systèmes que tu sais pas trop comment ça fonctionne. Tu sais, le supermillage, tu te rappelles, on arrive, là, ce projet-là, il se posait de fonctionner, il a gagné toutes les médailles, puis tous les trophées, puis t'es comme, pourquoi je suis pas capable de le faire démarrer? C'est que là, passer des nuits blanches à essayer de le faire démarrer, puis tu sais, faire des erreurs, mais de façon intelligente pour vraiment converger vers c'est you le bobo, ça vraiment, ça... Ces nuits blanches-là, j'ai passé sur le supermillage. Ça m'a été utile à ma maîtrise parce que des fois, des nuits blanches, quelque chose qui ne fonctionne pas, ben faut que tu trouves toi-même. Il n'y a personne qui va venir t'aider. Ben oui, c'est ça. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. C'est que là, c'est cette persévérance-là, puis cette stratégie-là, comme je dis, d'essayer de cerner rapidement ce qui peut ne pas fonctionner. Ça, vraiment, supermillage, chapeau, sans ça... ça aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux. C'est vraiment, j'ai pris des bons plis sur comment troubleshooter des systèmes. Quand je dis système, c'est les systèmes avec un grand S. Ça fait n'importe quoi. Autant dans ma vie professionnelle en ce moment, des fois, on m'expose à des machines, des trucs qui ne fonctionnent pas, puis mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Oh boy, c'est exactement. Plusieurs morceaux. Puis... Exactement. Okay. C'est ce que j'ai beaucoup retenu du supermillage, mais pour faire ce cours pour la maîtrise, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé. Excellent. T'as-tu quelque chose que t'aimerais... on est pas mal à la fin. As-tu quelque chose que t'aimerais mentionner, des trucs qu'on a parlé que t'as pas eu la chance ou ça fait pas le tour pour toi? T'avais une de tes questions qui est intéressante, là, c'est comment est-ce que la COVID a affecté... Oui, c'est vrai, excuse. Comment est-ce que la COVID, puis je vais faire le lien avec... Tu parlais d'NX, c'est la simulation, puis ça, c'est un bon point, c'est que vu qu'on était en COVID, j'ai pas pu faire fabriquer mes pièces par l'atelier d'usinage de l'Université Laval. Ça a pris beaucoup de temps. Là, moi, dès le début, j'aurais pu me foncer tête baissée, dire « Hey, j'ai des plans, OK, on les usine, on commence le robot. » Peut-être que le robot, sans la COVID, aurait vraiment eu une forme tout à fait différente. Il aurait sûrement été beaucoup plus moche. Puis, t'aurais moins foncé. Là, en fait, j'aurais plus foncé. T'aurais plus foncé. Sans la COVID, là, je serais arrivé, j'ai des plans, je m'en vais les faire usiner. Puis let's go, je veux faire le robot, je vais l'assembler. Mais là, avec la COVID, j'étais pris chez nous, je peux pas fabriquer mes pièces. Là, j'étais juste dans la conception, je modélisais toutes les affaires 3D, puis justement, puis là, j'étais comme, je peux pas fabriquer, je suis comme, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben là, j'ai dit, je pourrais prendre l'avance sur le contrôle du robot. Le contrôle du robot qui, moi, c'était vraiment pour ça que je voulais faire une maîtrise, je voulais faire du contrôle poussé. C'est que là, pour faire le contrôle du robot, il fallait que je fasse le robot aussi. C'est que là, ça a été une bonne charge de travail. Mais c'est ça, d'utiliser utiliser NX, qui est un logiciel de CAD, puis Simulink de MATLAB ensemble, mais ça a été merveilleux. Je veux dire, NX, j'ai tout cadé le robot là-dedans. Ça je comprends. C'est que j'ai cadé le robot. Puis après... Fait que le modèle 3D, mettons, pour les auditeurs, comme SolidWorks, SolidEdge ou whatever. Exactement. C'est que là, je viens faire mes pièces, je viens faire mon assemblage. Puis là, moi, dans le fond, il y a un outil de simulation. Parce que j'ai pu faire ce qu'on appelait, je veux pas dire des animations, parce qu'une animation, tu l'as dit un peu tantôt, quand tu prends l'assemblage sur ton truc, tu fais juste le déplacer dans l'espace, puis tu peux faire des belles vidéos. Avant même que le robot soit fait, tu peux juste faire des vidéos du robot qui bouge, quand voyez, ça va fonctionner. C'est juste des animations. Mais là, moi, NX m'a permis carrément de faire des simulations avec le vrai contrôleur du robot. Quand je dis le vrai contrôleur, c'est vraiment toutes les mathématiques qui viennent faire déplacer le robot pour dire si je veux que ma pince soit à tel endroit, à telle ouverture, à telle orientation, il faut que chacun de mes moteurs soit à tel degré. Tout faire ça, tout faire ces mathématiques-là, puis les essayer en vrai, moi j'ai pu faire, dans le fond, bouger le robot,
comme je dis, le faire déplacer dans NX, mais à l'aide, dans le fond, de Simulink que j'ai carrément utilisé pour le vrai contrôleur du robot. Le vrai contrôleur du robot, c'est Simulink Real-Time, qui roule en temps réel. Mais là, j'ai juste pris Simulink pas Real-Time, qui roule pas en temps réel, qui fait juste, dans le fond, je lui dis, j'envoie des commandes, je lui dis, déplace le robot comme ça, comme ça, comme ça, dans telle direction. Puis après ça, lui, Simulink va te venir calculer. Tu lui fais faire calculer les positions puis carrément les coupes moteurs. Parce que moi, mes moteurs sont contrôlés en coupe. J'en renvoie dans le fond des commandes en coupe. Je dis, toi, force de temps, toi, force de temps. Selon la position qu'il me renvoie. C'est que, encore là, sans aller trop dans les détails, Simulink Real-Time, ça fait que mon contrôleur, j'ai carrément tout pu le faire en amont. Avant même que le robot soit... Okay. Avant même d'envoyer mes premières pièces en usinage, le contrôleur du robot était déjà fait parce que le CAD était fait. Puis, admettons, je donne un exemple, mais ce que je veux dire, c'est si tu fais play, admettons, tu lances la simulation sans rien dire, le robot il tombe comme un pantin. Il y a la gravité, il y a toutes les frictions dans les joints, tu peux mettre toute la masse et les inerties des pièces. C'est qu'au final, tu as quand même une bonne idée des coupes moteurs que tu vas avoir besoin. Puis, on en a parlé des moteurs, les fameux moteurs 10 Nm. Quand j'avais à peu près une idée de ce que je voulais, c'était grâce à ces co-simulations-là qu'on appelle. Là. Ces simulations-là, le fait que j'étais capable de dire, hey, j'ai besoin de telle taille de moteur, je vais être capable de faire bouger mon robot à telle vitesse. Comment tu appelais ça, des co-simulations? C'est juste que c'est une simulation qui utilise de logiciel. Appelons ça une simulation pour le faire. Ok, NX puis Simulink, excuse. Ouais, le module s'appelle co-simulation. Okay. C'est une simulation. Fait que tu as tout pu tester à l'avance ton modèle, puis c'est ça. Puis Simulink, qui fait d'habitude, puis on en parle souvent en podcast, des boucles de rétroaction, puis des commandes, puis là c'est Simulink Real-Time. Fait que là tu peux vraiment entrer des commandes, des coupes de moteur, puis là tu check l'output. Puis c'est aussi le même module que tu utilises pour le contrôler. Simulink Real-Time, ce que j'ai utilisé sur le vrai robot. Dis-toi que j'ai tout fait en Simulink pour la simulation. Puis après ça, quand j'ai assemblé le robot en vrai, j'ai juste... Pas tout à fait ça, mais j'aurais carrément pu copier-coller ce que j'ai fait de Simulink, le mettre dans Simulink Real-Time pour qu'il roule en temps réel avec le vrai robot. Puis ça donnait le même résultat. Tout ça pour dire que faire en amont toutes ces simulations-là, pendant la COVID, ça m'a vraiment été bénéfique parce que l'assemblage du robot a été fait de façon expéditive. Puis vraiment, j'étais chanceux. On crée sa chance, mais vraiment, j'étais content de voir que le robot, aussi rapidement, il a bougé carrément. J'avais déjà des bons résultats. Puis ça, c'est... je veux pas remercier la COVID pour ça, mais mais d'avoir passé 1 an chez nous à faire ces simulations-là, ça fait que lorsqu'il est venu à l'assemblage, ça s'est fait comme un charme. Là. Excellent. Donc, merci beaucoup de ta présence, Mario. C'était vraiment génial. Merci à toi, Émile. Puis, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, à un moment donné, peut-être qu'on va aller dans les sols de l'Université Laval, on va aller trouver la boîte de Torba, on va l'assembler, on va faire un épisode spécial avec ces innovations sur ça. Partant. Ok. Je pensais peut-être, je disais ça comme un joke, mais je suis vraiment down, puis ça serait. Fait que l'idée elle reste. Excellent. Puis c'est ça, merci. Puis c'est ça, je suis content parce qu'on a vraiment réussi à. Tu sais, il y avait des questions un peu différentes, puis tu sais, justement avec la COVID à la fin, avec NX, avec les différences avec les robots que vous aviez, on commence à vraiment boucler la boucle. On bouclera jamais vraiment la boucle, mais les auditeurs, maintenant qui ont tous écouté ces épisodes-là, ça fait un peu une saga là, de robotique de Clément, du labo de Clément Gosselin. Il y a d'autres, aussi des projets de d'autres laboratoires de l'Université Laval qu'on a parlé, là. Mais c'est ça, je trouve que ça fait vraiment intéressant, puis ça met comme quasiment une fin à cette saga-là. Fait que je suis vraiment content de t'avoir eu, toi, pour la fin de cette saga-là. Une bonne conclusion. Comment? Une bonne conclusion. Exactement. Je t'ai dit merci, mais merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.